Bonsoir. À quoi donc va pouvoir ressembler l'Île-de-France en 2030? Jean-Paul Huchon a présenté hier le nouveau schéma directeur de la région. Quelques chiffres de prévus: 60 nouvelles gares, 220 km de métro, 75 km de tramway supplémentaires, 70 km de prolongement de RER. Bref, l'un des gros objectifs du président de la région Île-de-France, c'est l'amélioration des transports. Des prolongations de lignes de métro et de tramway qui vont évidemment rapprocher les franciliens de leur travail ou de leur logement. Et puis vous allez avoir autour des gares véritablement une urbanisation qui fait que globalement, aucun habitant ne sera à plus de 2 minutes d'une gare. Et parmi les perspectives dévoilées hier, on peut également tabler sur la construction chaque année de 70 000 logements, dont 30% de logements sociaux. Enfin, pour ce qui concerne l'emploi, Jean-Paul Huchon espère une croissance qui permettrait d'en créer 28 000 par an. Ce matin, les aéroports de Paris présentaient le nouveau projet de modernisation de l'aéroport d'Orly. Ce sont en tout 100 000 mètres carrés de nouveaux aménagements et de nouvelles surfaces afin d'accueillir le public évidemment dans de meilleures conditions. Un projet de rénovation qui devrait se concrétiser sur 6 ans. Audrey Coll. Orly ne sera plus qu'un seul et unique terminal. Une métamorphose des salles d'embarquement, un meilleur accueil, plus d'espace et de confort, davantage de commerce. Le tout dans une ambiance design et moderne afin de s'adapter à l'ère du temps. C'est d'apporter du volume, de la lisibilité, donc des grands espaces où on voit naturellement les portes d'embarquement que les passagers doivent prendre, et puis des services pour tout type de passagers. On a des passagers qui voyagent pour motifs professionnels, d'autres pour loisirs avec leur famille. Donc avoir beaucoup plus de volume pour que chacun puisse être dans son coin avec confort. C'est donc 100 000 mètres carrés supplémentaires qui vont être construits sur 6 ans. Une nouvelle salle d'embarquement et un bâtiment de jonction entre Orly Sud et Orly Ouest. L'aéroport souhaite ainsi passer de 27 millions de voyageurs à 33 millions. Des rénovations nécessaires depuis l'inauguration d'Orly qui date de 1961. Nos aérogares ont 50 ans, 40 ans pour Orly Ouest. Elles ne sont plus tout à fait adaptées à ce que demandent les passagers. Première remarque. Deuxième remarque, nous avons de plus en plus à Orly de trafic européen, donc international. Donc des gens qui restent beaucoup plus longtemps dans l'aérogare parce qu'ils arrivent plus tôt. Et ça demande de la place pour les accueillir. Les travaux d'aménagement devraient durer 6 ans sans perturber le trafic aérien. Aéroport de Paris souhaite investir entre 400 et 450 millions et précise n'avoir aucune aide publique. L'aéroport se mettra ainsi aux standards européens, à l'instar de Roissy-Charles de Gaulle. Et en marge de la conférence de presse qui présentait donc ces nouveaux aménagements de l'aéroport d'Orly, des manifestants se sont réunis devant les portes de la salle de presse. Ils souhaitaient manifester leur mécontentement devant ces projets d'aéroport de Paris, craignant une augmentation du trafic aérien. Ça repose certainement sur un malentendu. Le projet qu'on vous a présenté ce matin est un projet de rénovation et de modernisation d'aérogares. Il n'est pas dans notre esprit, dans nos intentions, de demander quoi que ce soit en matière de mouvement d'avion. Il y existe une réglementation qui s'applique à Orly, nous la respectons et nous ne demandons rien. Donc pas plus d'avions. Pas plus d'avions. De toute façon, une telle décision n'incombe pas à Aéroport de Paris. Une telle décision incomberait éventuellement au pouvoir public. D'Orly, nous passons à Saintry-sur-Seine. Les choses ne s'arrangent pas dans le différend qui oppose Denis Rouget, un pizzaiolo, à la mairie. Denis Rouget qui en est à son 9e jour de grève de la faim parce qu'il n'arrive pas à obtenir l'autorisation d'ouvrir son distributeur de pizza artisanale. La main qui me tend, effectivement, elle est inacceptable pour moi pour 2 raisons. La première, c'est un coût exorbitant pour déplacer la machine. Rien que le fait de déplacer la machine, c'est environ 2 500 €. Et ensuite, tout ce qui va derrière, il faut englober à peu près 2 500 €. Donc aujourd'hui, on est sur une enveloppe de 5 000 €. Voilà, et côté mairie, on regrette cette situation, vous l'aurez compris, mais en appuyant un refus d'autorisation par le Code d'urbanisme. J'ai proposé, mais comme je l'avais fait bien avant, une démarche d'accompagnement de cette personne, parce que je comprends qu'elle soit dans une situation financière complexe. Pour l'instant, cette personne s'obstine, refuse de voir que nous pouvons en sortir de cette manière. Nous en sommes là, et croyez bien que je le déplore.
Témoignage recueilli par Pierre Opitz. Les dernières réformes de l'éducation nationale à présent, elles ont été annoncées par François Hollande. Elle prévoit de faire travailler les enfants de maternelle et de primaire le mercredi matin afin d'alléger les autres journées. En général, ce jour de repos étant consacré aux activités extrascolaires, que ce soit du sport, musique, théâtre. Comment vont-ils raménager les cours? Les parents comptent-ils réduire ces activités? Voici des éléments de réponse avec Claire Colombel. Dans cette école de danse, 35 enfants prennent des cours chaque mercredi matin. C'est dans ce son calme et reposé, un moment privilégié pour travailler. À partir de l'année prochaine, ces cours vont devoir être supprimés et déplacés à un autre moment. Pourtant, les enfants n'aiment pas trop avoir les activités après la classe, puisqu'ils sont fatigués de leur journée. Le matin, ils étaient reposés et ça ne bloquait pas tout. C'est bien la danse le matin, parce que je sais qu'il y a plus de fêtes, d'anniversaires l'après-midi vers 4 h ou moins. Et qu'à midi, il n'y a personne, il n'y a pas d'anniversaire. Lors de l'annonce de la réforme des rythmes scolaires, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, a juste annoncé le retour de la semaine à 4 jours et demi en précisant que le mercredi matin serait travaillé. Mais aucun détail sur les horaires n'a été fourni. Nous pensons que les journées seront plus courtes, les journées scolaires. Mais les parents seront-ils disponibles pour venir chercher les enfants plus tôt? Parce que, évidemment, l'idéal serait que nous puissions commencer nos cours plus tôt. Mais si nous n'avons pas les enfants, si les parents ne sont pas libres pour aller les chercher, nous commencerons nos cours pas avant 17h30. Les clubs et les parents attendent donc plus de détails avant de pouvoir organiser les emplois du temps des activités extrascolaires. Je ne réduirai pas. Et ensuite, on va faire en fonction des horaires que vous nous proposez les associations, parce que on veut continuer la musique, la danse et le judo. Dans tous les cas, les clubs seront obligés de s'adapter à cette réforme du rythme scolaire et du coup de surcharger les cours ou d'en donner plus le soir et le samedi. Des radars de feu tricolores qui provoquent des accidents, ce n'est pas banal. Ça se passe du côté de Brunoy et de Linas, aux abords de la Nationale 6 et de la Nationale 20. Depuis l'installation des appareils, le nombre d'accidents sera en augmentation. Le maire de Linas demande que le radar de sa commune soit remplacé. Une initiative qui semble ravir la plupart des automobilistes que Maxime Lemaine a rencontré ce matin sur la N20 au pied de l'appareil. Le problème, c'est qu'un jour, ce sera une moto qui va s'arrêter et les motos ont une puissance de freinage bien supérieure aux véhicules. Elles vont être percutées par l'arrière, on risque des accidents graves. Donc, en fait, ce radar a créé une situation finalement de stress qui rend beaucoup plus dangereux la circulation au niveau du feu. Je trouve ça c'est bien. Parce que les gens, là, des fois, ils tracent direct, même si le feu rouge, ils tracent direct, ils ne respectent pas. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que, comme là par exemple, là j'ai pilé parce qu'il y avait un radar. Il est dangereux, oui, parce qu'en plus de ça, il passe trop vite. Ici, ça me paraît aberrant. Pourquoi? Parce que la circulation est très lente, il n'y a pas de possibilité de dépassement et avec le nombre de feux tricolores, je ne vois pas tellement l'intérêt. Comment ne pas terminer par le beau spectacle que les Bleus nous ont offert en Espagne? David de Kircher et Tristan Guiader sont allés recueillir une poignée de réactions essonniennes. La première mi-temps, ils étaient un petit peu justes, mais un deuxième mi-temps, ils ont bien joué. Il y a un but qui est refusé en première mi-temps, ce qui n'est pas normal, ce qui aurait pu changer le match. Ils ont fait un super deuxième match, ils méritaient vraiment plus que le match nul, entre guillemets, si on regarde tous les matchs. En admettant que la première mi-temps, ils fassent 1-1, je pense que l'Espagne aurait rehaussé son jeu et on aurait certainement perdu, à mon avis. Je pense qu'il y a Didier Deschamps qui est arrivé, l'entraîneur, et je pense qu'il a su bien motiver ses joueurs à la seconde mi-temps. Il manque un petit quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il manque quelque chose. Il faut qu'ils améliorent un peu plus, mais je suis sûr et certain qu'ils gagnent la prochaine fois.